marquer dans le chat. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez déjà les mettre dans le chat. Je pourrais y revenir par après. Merci à Kranich du coup d'organiser ce webinaire. Donc je vais me concentrer sur Emma et le Smart Guard. Et puis après, on peut peut-être retourner sur la nouvelle batterie S1. Si vous, de votre côté, vous avez des questions particulières ou voilà, des choses à voir, ben, n'hésitez pas à le mettre maintenant dans le chat ou sinon on pourra regarder aussi à la fin. Voilà, je vois, il y a plein de, il y a plein de petits panneaux attention, mais bon, j'espère que c'est juste, c'est pas des problèmes de connexion. Voilà, et je sais pas si Tatiana veut dire quelque chose de Kranich. Je ne pense pas. Bon voilà, bon après vous connaissez Kranich, hein, soit vous travaillez avec Massimiliano ou peut-être avec Mirko Guilhem. Euh, donc je vais déjà retourner vers ce que je présente à chaque fois, qui est la page la plus importante. Et donc en fait aujourd'hui, j'ai fait une mise à jour des instructions MA, donc que vous allez avoir je vais dire en avance et en exclusivité. Comme ça, vous avez voilà, quelque chose de nouveau, mais que vous pourrez retrouver facilement directement sur le site internet. Donc là, normalement, vous voyez la page de Huawei pour le solaire. Donc il y a les différentes gammes de produits, le lien vers le Smart Design ici, la liste des installateurs, donc si vous faites la certification, la liste des distributeurs avec Kranich, et sur produit, vous avez aussi, vous pouvez récupérer les fiches techniques et donc il y a aussi des pages complètes, un peu plus descriptives. Par exemple, si je vais sur le MAP0 qui fait partie des nouveaux produits, en fait, si je clique sur fiches techniques, j'ai à la fois, je peux retrouver les fiches techniques, le manuel dans téléchargement et support, mais j'ai aussi une page complète avec un peu plus de description, un peu plus de contenu les nouveaux produits. Voilà, ça c'est la page du MAP0 avec la possibilité justement de pouvoir gérer les surcharges et gérer voilà, des charges différentes par phase, la protection contre les arcs électriques avec des jolies vidéos. Et voilà, il y a pas mal de choses, ça je vous laisserai voir. Ce que je voulais retourner voir, c'est donc ce que je disais, la page la plus importante, donc assistance, centre de support technique. Là, vous retrouvez le formulaire pour créer des demandes de SAV, vous retrouvez le numéro de la hotline, vous le retrouvez encore ici, et les instructions pour les installateurs suisses. Et donc là, on va regarder mise à jour des instructions EMA et SmartGuard. Donc là, aujourd'hui, il n'est pas à jour sur le site, mais ça, je vais faire dans les jours qui viennent. En tout cas, ça sera fait durant la période de Noël. Et puis bon, là, on va retrouver mon contact et les contacts de mes collègues et la chaîne YouTube où il y a aussi des tutos pour l'installation des produits. Alors, je vais changer pour partager la nouvelle présentation. Et voilà. Je vais enlever la caméra. Non, c'est pas celle que je veux. Voilà. Bon, voilà, ça c'est le sommaire. Là, on retrouve la gamme des produits. Alors, on a un petit peu simplifié. J'ai pas mis tous les produits. Comme il s'agit du MA et du SmartGuard, on est resté concentré sur la partie résidentielle. En résidentiel, vous savez qu'on a ces onduleurs monophasés, utiles essentiellement en Suisse pour faire du 2 et du 3 kW maximum. L'avantage, c'est qu'il démarre à 100 volts, donc vous avez besoin de 3-4 panneaux seulement pour le démarrer.
Et puis sinon, vous avez le LC0 de 8 à 10 kg. Là, ça pourrait vous être utile uniquement pour un chalet en montagne, en site isolé. On a toujours le M1 hybride de 3 à 10 kg. Sa limitation, c'est qu'il est limité à 13,5 ampères par entrée. Donc là, ça dépend un petit peu des panneaux que vous avez. Si votre panneau il dépasse un peu 13,5 ampères, c'est pas grave. Si vous arrivez sur des panneaux de 15 ampères, bah là, il y a quand même le risque que vous puissiez écréter parce que la puissance du panneau, son courant serait trop élevé à certains moments de l'année. Pour compenser ça, on a le MAP0 donc, qui arrive, il y a les premières livraisons qui ont été faites, il va de 5 à 12 kW, il est capable de faire du backup. Par contre, voilà, aujourd'hui, forcément, la production, elle démarre, donc elle croît gentiment, alors que la demande, elle est déjà très élevée. Donc en termes de disponibilité, si vous n'avez pas forcément besoin de la partie backup, ou si vous n'avez pas des panneaux de 15 ampères, je resterai sur le M1 pour avoir une meilleure disponibilité du produit. Et puis le prix est aussi un peu moins élevé forcément. Donc voilà, ne pas oublier le M1, le MAP0, forcément l'année prochaine, ça va être un peu la nouvelle Rolls-Royce. Et donc le MB0 et le M5 de 12 à 25 kg. Le M5 il va gentiment aussi disparaître puisqu'il n'est pas hybride. Et puis avec les nouveaux tarifs de rachat, vous n'êtes pas sans savoir que l'année prochaine, ça va être l'année des batteries, surtout pour la Romandie, j'ai envie de dire, puisque les Suisses allemands, ils sont déjà dans une dynamique où ils installent la très grande majorité du temps des batteries sur les installations, ce qui n'est pas forcément le cas en Romandie, mais avec les nouveaux tarifs de rachat très bas, ça va pousser à utiliser les batteries. Et donc, le sujet du jour, Emma pour tout ce qui est gestion de l'énergie. Et puis, donc Emma remplace le compteur et le dongle. Le sujet connexe, c'est le SmartGuard, puisque le SmartGuard intègre Emma. Le SmartGuard remplace également la Backup Box B1. Donc, dans les produits qui disparaissent, gentiment, on a la Backup Box B1 qui servait pour le M1 pour faire un backup limité, et le M5 qui disparaît aussi parce que remplacé par le MB0. Côté batterie, on a toujours l'AS0 avec des blocs de 5 kWh. L'avantage, c'est qu'elle est beaucoup plus compacte, donc elle a que 15 cm de profondeur. Donc, suivant l'endroit d'installation, ça peut être plus pratique à installer que la S1. Donc, pour le moment, les deux continuent d'exister ensemble. Après, on ne peut pas les mixer sur une installation. Du coup, sur une nouvelle installation, s'il n'y a pas de problème de place ou quoi, j'aurais plutôt tendance à partir sur une S1 parce qu'au niveau de la sécurité, on est encore renforcé, donc il y a des aspects sécurité encore supplémentaires. Et aussi par rapport à la durée de vie, forcément, la S1 va probablement durer plus longtemps au niveau de la production que la S0. Mais le jour où on arrêtera la S0, peut-être ça pourrait, comme on ne peut pas mixer les deux, ça pourrait être aussi le temps de faire des extensions de batterie. Parce que des clients qui ont déjà une S0 depuis 1 ou 2 ans, ce sera le moment de peut-être rajouter une deuxième colonne ou rajouter un bloc. La station de recharge pour les véhicules électriques, donc ça donne aussi, voilà, si on n'a pas de batterie, ça donne aussi de la flexibilité par rapport à l'usage du courant photovoltaïque. Les optimiseurs, ceux-là, il reste 450 et 600 watts P qui peuvent permettre de faire de l'optimisation partielle. À noter que dans la fiche technique de ces optimiseurs, on est limité à 14,5 ampères de courant de court-circuit, mais très important, le courant de court-circuit des optimiseurs, c'est pas comme le courant de court-circuit des onduleurs. Le courant de court-circuit des onduleurs, mettons, c'est 40 ampères, je crois, pour le MB0. Si on l'atteint, on endommage l'onduleur. L'optimiseur, si on atteint cette valeur, ça écrète seulement le courant. Donc c'est pas grave. C'est juste un peu dommage, effectivement, si jamais on met des optimiseurs et qu'on se retrouve à perdre du courant à cause des optimiseurs. Mais aujourd'hui, il y a très peu de panneaux qui sont vraiment au-dessus des 14,5 ampères. Mais si vous avez un panneau à 14,53 ou à
à 14,8 ampères. Dans les faits, il y sera très rarement, et en tout cas, ce ne sera pas dangereux pour l'optimiseur. Le pire des cas, voilà, c'est un jour de grand beau en été, on perdra un petit peu quelques ampères, quoi. Le Merck, donc lui, compatible à partir de l'onduleur de 12 kg, hein, donc de 12 à 25, mais pas en dessous. Et puis il est compatible jusqu'à l'onduleur de 50 kg au maximum. Donc l'EMA, on a introduit ça surtout par rapport à la demande de gestion pour l'eau chaude. À noter que vous pouvez aussi maintenant utiliser le Ascoid plus de Ascoma pour envoyer le surplus de photovoltaïque dans un ballon d'eau chaude via la résistance Ascoid. Et ça seulement avec un dongle. Du coup, ça, c'est pas encore prêt avec Emma, mais donc Ascoma travaille aussi à l'intégrer avec le Emma. On leur a donné tout ce qui est registre Modbus pour qu'ils puissent le faire. Donc maintenant, même avec le dongle, on a cette possibilité pour utiliser l'excédent de photovoltaïque pour l'envoyer vers l'eau chaude. Avec le MA, voilà, on peut se raccorder à toutes les pompes à chaleur SG Ready, et puis après on peut jouer avec tout ce qui est appareil Shelly, où il y a des relais Shelly, des prises intelligentes, voilà, on arrive à faire pas mal de choses. Après, voilà, si vous avez quelque chose de vraiment complexe ou un peu baroque avec différentes marques d'onduleurs ou voilà, vous voulez faire quelque chose de spécifique, là, c'est toujours bien de vous retourner vers les fabricants qui sont vraiment spécialisés dans cette partie gestion intelligente type Solar Manager. Donc le rappel de la fiche technique, 4 watts de consommation, donc ça c'est raisonnable. Au niveau de la connexion directe, donc Emma remplace le compteur, donc en dessous de 63 ampères, vous pouvez passer directement à travers Emma. Vous pouvez utiliser des TOR externes. Donc là on rappelle, les TOR externes doivent être achetés séparément avec un courant secondaire de 50 mA et donc longueur de moins de 30 mètres. Donc ça, vous pouvez regarder, il y a des différents TOR compatibles, notamment les TOR Qin qui sont vendus avec le compteur Huawei DTS 866 H de 250 ampères. Ces TOR-là ont un courant secondaire de 50 mA. Vous pouvez utiliser cela ou vous vous adresser auprès de Qin pour les avoir. Sinon, il y a d'autres marques qui ont ce type de TOR. Rappel, pour le MA, on est plus limité que avec le dongle ou même a fortiori avec le Smart Logger, c'est-à-dire qu'on peut gérer jusqu'à 3 onduleurs maximum. Alors, comme on reste dans la logique du résidentiel, c'est pas handicapant, j'ai envie de dire, parce que pour une maison, si on est à 3 onduleurs, on est déjà largement, quoi. On a ce qu'il faut. Par contre, effectivement, les installateurs, ils séparent pas forcément autant comme ça dans leur tête parce que voilà, vous avez un petit collectif ou une grande maison avec plusieurs personnes, vous dites bon c'est bon. Par contre, là, si vous vous retrouvez avec des onduleurs de 4 onduleurs de 25, mettons, là, ça va pas jouer avec Emma. Et a fortiori, si vous vous trouvez avec des onduleurs de plus que 25 kg. Donc j'ai encore eu la demande hier par rapport à des onduleurs de 30 et de 40 où l'installateur dit je vais mettre Emma. Non, c'est pas compatible. Donc la gamme de compatibilité d'Emma, elle commence avec les petits monophasés et elle va jusqu'au 25 kg MB0. C'est facile à retenir, faut se dire c'est juste pas les onduleurs hybrides, quoi. Si l'onduleur il est pas hybride, il peut pas prendre Emma. On a certes le M5 qui est pas hybride qui est compatible, mais de toute façon le M5 il va disparaître. Donc voilà. Autre gros avantage du MA, donc pouvoir gérer de manière intelligente 2 bandes de recharge AC. De la même manière, si on reste dans l'idée de faire du résidentiel pur, maison individuelle, 2 chargeurs, c'est largement suffisant. Après, si vous allez sur une PPE et que vous avez besoin d'en contrôler plus, il faut passer par le protocole OCPP 1.6 qui est intégré dans le chargeur, mais qui permet justement de communiquer avec un autre système
qui va faire cette gestion des bornes à plus grande échelle. Les prises pompe à chaleur SG Ready, donc on en a une sur le MA. Si on veut gérer plus de pompes à chaleur, il faut passer par des relais Shelly. Et les dispositifs Shelly, voilà, on peut en intégrer jusqu'à 20. Aujourd'hui, il y a 3 appareils Shelly compatibles. Shelly Plus Plug S, donc une prise intelligente, le Plus 2PM et le Shelly Pro 2PM. Si vous voulez en rajouter d'autres, ça peut être intéressant de donner les références des appareils Shelly que vous voulez rajouter en compatibilité. Et puis comme ça, on peut transmettre ça plus loin. Donc j'ai deux demandes par rapport au Shelly Pro, au Shelly 1 PM, qui est un relais tout simple pour un seul contact sec, un seul appareil. Si vous avez d'autres appareils Shelly ou mettons des bornes de recharge véhicules électriques, voilà, ça peut être intéressant de faire remonter les besoins. Donc ça, rien de nouveau, on passe en dessous de 63 ampères, donc au final en maison individuelle, quasiment l'intégralité du temps, on peut passer directement en traversant dans le MA pour le comptage. Sinon on achète ces tors, mais voilà, ces tors, ça rajoute un coût supplémentaire. Après, ça permet de pas forcément devoir tout couper pour installer le MA. Là, ça c'est très important par rapport au guide rapide, au manuel. Souvent, voilà, forcément, on reçoit un guide rapide avec l'appareil, et puis beaucoup les installateurs se basent là-dessus. Mais on fait ces instructions justement pour compléter ce guide rapide. Donc, notamment dans le guide rapide, on n'a pas les pins qui sont utilisables côté onduleur pour brancher le MA. Donc on voit, c'est assez simple pour la plupart. On a le M1, le MB0, le MAP0, ils sont tous sur les mêmes pins. C'est tous utiliser les pins 1 et 3. Ça peut quand même porter à confusion pour ceux qui n'ont jamais fait de MA, parce que comme MA remplace aussi le compteur, que le compteur sur tous ces onduleurs, il va sur les pins 7 et 9. Il y en a beaucoup qui ont tendance à utiliser les pins 7 et 9. Mais donc il faut utiliser le 1 et le 3, éventuellement le 2 et le 4, qui sont les mêmes. Si jamais ça marche pas sur 1 et 3, vous pouvez toujours essayer 2 et 4. Mais normalement, ces pins-là sont en parallèle, donc ça fait aucune différence. Ici, j'ai rajouté explicitement pour le M5, même s'il a amené à disparaître gentiment. Voilà, il y a quand même pas mal d'installations qui ont été posées avec des M5. Du coup, si vous voulez rajouter un MA, voilà, ce sera les pins 9 et 10. Sinon, voilà, de manière générale, il faut utiliser les pins qu'on utilise pour une mise en cascade des onduleurs. Ensuite, ici, vous avez les différentes façons de connecter la pompe à chaleur SG Ready. Donc, soit directement sur ces deux contacts-là. Donc après, ça dépend du type de la pompe à chaleur SG Ready. Donc ça, vous devez regarder au niveau de la pompe à chaleur, du manuel de la pompe à chaleur ou avec le fabricant. Ceux qui souhaitent utiliser ces contacts-là pour déclencher un relais pour une résistance dans le boiler, voilà, ceux qui ont fait ça, ils ont utilisé ce type de branchement-là, 12 volts à 100 mA avec un pont là entre ces deux pins-là. Et ils ont utilisé un relais 8 à 230 volts, parce que je crois qu'avec 12 volts, c'était un petit peu, avec les relais 12 volts, ça marchait moins bien. Avec le MA, vous avez la possibilité de connecter directement le chargeur AC sur le MA avec ce port LAN. Donc ça vous permet d'avoir une connexion forcément plus stable avec le chargeur. Si vous avez deux chargeurs, là il faut brancher le chargeur directement sur le routeur, parce que vous n'avez qu'un seul port Ethernet, donc il n'y a pas de possibilité de brancher deux chargeurs sur un port. Et puis si vous faites un chargeur là et l'autre sur le routeur, le MA il va avoir de la peine, ça risque de faire bugger le système. Donc il faut mieux tout mettre en direct sur le routeur si vous avez deux chargeurs. Si vous en avez un, forcément, aller directement sur le MA, c'est plus efficace.
Et le deuxième port Ethernet pour faire le branchement au routeur. Vous avez aussi l'antenne pour le Wi-Fi, donc si le Wi-Fi, enfin si vous préférez le Wi-Fi, vous n'êtes pas obligé de vous brancher en Ethernet. Ici, vous pouvez même enlever ce petit capuchon et rajouter une antenne Wi-Fi plus puissante si nécessaire. Donc, vu l'ensemble du système avec Emma, donc on a le réseau et directement après le compteur réseau, on passe dans le Emma pour faire le comptage et avoir les valeurs d'autoconsommation. Ensuite, pas de changement par rapport à quand on a un compteur, on se relie directement à RS485 et pas d'une autre manière, il n'y a pas d'autre façon de relier le MA à l'onduleur mètre, donc on se met en RS485 la plupart du temps sur les ports 1 et 3, et puis ensuite les onduleurs, eux, sont reliés entre eux, et bon, bah, ils ont une batterie ou ils n'en ont pas, ça c'est égal. Ce qui est important, c'est voilà, 3 onduleurs maximum, ça on a déjà vu, 2 batteries maximum pour les L1, M1, LC0, 4 batteries pour un MB0, puisque le MB0 il a 2 entrées batteries et qu'on peut mettre 2 batteries par entrée, 2 chargeurs maximum, hein, avec toutes les options de charge du chargeur, la pompe à chaleur SG Ready, 20 appareils Shelly maximum, et je rappelle, pas de smart dongle et SPS, donc pas de compteur. Vous pouvez éventuellement ajouter un deuxième compteur, mais je crois que ça peut être qu'un compteur de production et pas de consommation. Et puis vous avez toujours l'utilisation de l'application et du portail Fusion Solar pour la mise en service et la surveillance. Rappel aussi, pour la mise en service des onduleurs, faire d'abord la mise à jour directement via l'onduleur avec l'application avant de faire la mise en service et la création de l'installation sur MA. Vous pouvez faire les mises à jour via le MA, mais en fait ça va prendre beaucoup plus longtemps que si vous faites la mise à jour sur l'onduleur. Si vous avez le Smart Guard, donc de la même manière, le Smart Guard n'intègre pas, intègre Emma, donc il ne faut pas de dongle sur l'installation et pas de compteur. Si c'est une installation préexistante, il faut enlever le dongle physiquement et l'enlever aussi sur le portail Fusion Solar, vraiment supprimer l'appareil. Maximum 3 onduleurs MAP0 mis en cascade, de la même manière que qu'on a le MA seul. Sauf que quand j'ai un Smart Guard, en général, je veux faire un backup. Et donc, c'est pour ça que je vais aller sur des MAP0. Je peux aussi utiliser un MB0 ou un M1. Comme déjà dit, on va arrêter la backup box B1. Du coup, si je veux faire un backup avec le MB0 ou le M1, je peux toujours utiliser le Smart Guard. Mais il faut être bien conscient que ce ne sont pas des onduleurs backup, donc ils ont juste un mode backup sur une phase. Le M1, il va produire 3000 à 3300 watts suivant la puissance de l'onduleur sur une phase en cas de backup. Et le MB0, il va produire 8300 watts sur une phase qui est ensuite divisée en 3 à l'intérieur de la backup box. Donc là, on voit le schéma. On est en direct sur la backup box et puis on fait passer l'entièreté du réseau dans le Smart Guard et ensuite on redivise entre backup, charge backupée et charge non backupée. Donc là on voit si j'ai moins de 63 ampères à l'introduction, je peux faire passer l'entièreté à travers le Smart Guard. Mais même si vous avez là 25 ampères, il n'y a pas besoin de changer le matériel à l'intérieur du Smart Guard. C'est juste, voilà, vous avez des protections 63 ampères. Bon, bah, si vous avez 25 à l'introduction, vous savez que vous n'aurez jamais besoin de ces protections-là, quoi. Par contre, bah, voilà, vous pouvez rajouter des disjoncteurs, des DDR pour protéger l'onduleur. Ou ensuite, bah, les DDR peuvent être à l'intérieur du tableau pour protéger les différents appareils. Si vous avez plus que 63 ampères, vous pouvez encore diviser en deux et donc faire rentrer moins de 63 ampères dans le MA
et faire un deuxième tableau à part, donc qui sera complètement hors backup. Donc là, on a le branchement un peu plus détaillé. On voit ce qu'il y a à l'intérieur avec le MA et donc les différentes protections. Ce qui est important à retenir, c'est aussi au niveau des types de réseaux couverts. Donc TNS, TNCS, TT, ça joue avec le SmartGuard, mais pas le TNC. Voilà, si vous avez un réseau en TNC, vous ne pouvez pas utiliser le SmartGuard pour le backup. Donc voilà, vue d'ensemble du système. Au niveau des onduleurs, comme dit, ça change rien puisque c'est toujours le MA qui est le facteur limitant. Deux chargeurs, ça change pas. La PAC, les Shelly, ça change pas. Pas de Smart Dongle et de compteur, ça change pas. Ce que je vous ai précisé avant, j'ai rajouté ça donc récemment. MB0 maximum 8,3 kW sur une phase en mode backup. Le M1 3 kW pour les petits, donc le 3 kg, et 3,3 pour les plus gros M1, donc le 5, le 6, le 8, le 10. En cas de switch avec le backup, on peut switcher en 20 millisecondes au plus rapide. Après, c'est à voir avec le gestionnaire de réseau. Si 20 millisecondes c'est trop rapide, vous pouvez toujours configurer le SmartGuard pour être plus lent au switch entre le mode backup et le mode connecté au réseau. Forcément, lui, le client, il a intérêt à ce que ça aille le plus vite possible. Donc si 20 millisecondes c'est acceptable pour le GRD, faut rester avec ça. Donc, pour la mise en service du système, il n'y a rien de très spécial. Hein. Vous passez le QR code sur le MA et puis après vous suivez les différentes étapes en choisissant le code réseau suisse. Et donc, avec le conseil de faire la mise à jour du chargeur par avant, notamment au niveau du chargeur, s'il est encore sur SPC 070, il faut absolument le mettre à jour, puisque le SPC 070, le problème, c'est que s'il perd le Wi-Fi, il a de la peine à se reconnecter automatiquement. Donc, si au moment où justement vous faites la mise en service, vous avez bien le Wi-Fi du US Charger qui est connecté, tout va bien, mais du coup, il faut quand même faire cette mise à jour pour éviter les soucis par après. Côté client final, donc c'est client final pour tout ce qui est appareil intelligent qui a la main en fait sur la programmation. Donc en fait une fois que tout est connecté, pour faire le réglage du planning et de ce que veut vraiment faire le client avec ses appareils, ça se passe dans le compte propriétaire du client final. Donc vous pouvez soit vous créer un compte propriétaire et le rattacher à la centrale pour faire tous les réglages, soit ce que je conseille, c'est au moment de rendre l'installation au client, vous devez lui avoir créé un compte Fusion Solar pour qu'il ait la visualisation sur son téléphone. Et donc c'est à ce moment-là où justement vous pouvez aller regarder dans les appareils que vous avez connectés et définir un programme et puis un comportement j'ai envie de dire idéal, mais qu'après le client pourra modifier de lui-même. Avec le MA, donc on peut gérer les priorités de charge en fonction des différents appareils. Donc plus l'installation va être complexe et plus il y aura d'appareils et plus le MA sera intéressant puisque plus on aura d'options. Donc là on voit, on peut par exemple limiter ce que je vais tirer du réseau en donnant des priorités aux différentes charges et donc en lui disant par exemple je ne veux pas tirer plus que 10 kW. Et puis si je dépasse les 10 kW, j'éteins. Alors le vert là c'est la priorité haute, donc on voit elle reste.
Par contre, la priorité basse, ça on l'a enlevé parce que on tirait trop du réseau. Et donc on se concentre sur priorité haute et moyenne et aussi ce qu'on peut pas gérer, quoi. On peut faire la même chose avec le chargeur en réduisant la puissance de charge au niveau de la voiture pour éviter de dépasser une certaine puissance qu'on tire depuis le réseau. Donc là, par exemple, voilà, je mets la batterie en priorité, puis la charge du véhicule électrique, puis la pompe à chaleur. Et puis ça, je peux le modifier le niveau des priorités, quoi. On a un exemple, par exemple, si je produis 11 kW, j'envoie 3 kW d'abord vers la batterie, il me reste 8 kW, j'ai 2 kW qui vont dans le tableau de consommation, mon deuxième c'est le Smart Charger que j'ai limité à 4 kW, et puis après le reste va vers la pompe à chaleur. Si j'ai autorisé de prendre du réseau, voilà, peut-être j'ai besoin des 3 kW pour la pompe à chaleur, donc j'en ai 2 plus 1 qui vient du réseau. L'EMA permet de gérer de manière plus intelligente le chargeur de véhicule électrique. Donc, on peut avoir le choix de, de la gestion, soit de charger via le solaire, soit de faire une charge plus rapide. Donc là, c'est ce qui se passe avec un dongle. Avec un dongle, je peux soit décider de charger à une puissance fixe mon véhicule électrique, ou de choisir le surplus solaire. Le problème, c'est que là, si je choisis le surplus solaire, forcément, je suis limité avec ce que je peux utiliser. Si j'ai l'EMA, je peux décider de lui donner à la fois la consigne de se charger via le solaire et la consigne d'avoir suffisamment chargé la voiture à un moment donné de la journée. Donc, par exemple, demain 10 heures, je vais avoir envoyé 20 kWh dans la voiture. Bon, ça, j'avais déjà vu, donc on va là. Différents scénarios d'application, donc ça après, voilà, vous pouvez regarder, mais il n'y a rien de spécial. Pour la gestion dynamique de la puissance, là il y a des mises à jour aussi. On n'a pas encore énormément de demandes côté Suisse romande. Il y en a très fréquemment côté Suisse alémanique. Possible que ça vienne de plus en plus. Normalement, la gestion dynamique de la puissance, vous pouvez le faire via les contacts secs de l'onduleur. Et donc là, vous pouvez regarder dans le manuel de l'onduleur les pins à utiliser. Donc vous avez 4 contacts secs, ce qui vous permet de gérer la puissance. Si vous utilisez MA, alors vous devez gérer ces contacts directement via le MA. Et puis ça, vous pouvez les programmer via l'application ou via le portail. Donc vous devez brancher la télécommande du gestionnaire de réseau vers l'EMA. Pour tout ce qui est réinitialisation du mot de passe, il y a un petit bouton reset sur le MA. Et donc là, vous pouvez appuyer dessus, de 10 à 60 secondes, avec une petite broche, donc soit en fait ce que vous utilisez pour enlever une carte SIM d'un téléphone ou un trombone, et donc ça vous permet de faire le reset du MA. Là, vous avez le petit rappel pour la mise à jour du chargeur de véhicule électrique. Comme dit précédemment, voilà, tant que les chargeurs ne sont pas livrés avec la SPC 020 déjà dessus, c'est conseillé de faire cette mise à jour lors de la mise en service. Là, c'est le rappel de la page que je vous ai présentée tout à l'heure, avec le lien, donc voilà, c'est facile à retrouver. Les différents contacts, je vais passer aussi. Et après, là, vous avez un peu plus de détails sur le fonctionnement avec MA et avec la batterie. Donc en fait, voilà, je peux dans le paramétrage créer des fenêtres de temps, des plages horaires, et dans lesquelles je définis, voilà, si le courant solaire est prioritaire, si c'est la batterie qui doit être prioritaire, si j'autorise de tirer du réseau,
et éventuellement le courant aussi nécessaire au démarrage qui peut être supérieur à l'excédent. Donc là, on voit par exemple un petit exemple avec un schéma. Donc au tout début, je charge ma batterie avec la production solaire. 2, une fois que la batterie est pleine ou déjà en charge maximum, j'injecte le courant depuis le réseau. 3, j'ai suffisamment de puissance pour démarrer mes appareils intelligents, mais j'ai autorisé de prendre du réseau. Donc là, on voit, je vais pouvoir utiliser déjà cette partie-là du photovoltaïque pour lancer, mettons, la pompe à chaleur, mais j'ai autorisé de prendre du réseau, donc je vais pouvoir commencer dès ce moment-là en tirant ici quelques kilowatts du réseau. Et donc là, pendant toute cette période, on utilise le photovoltaïque. Et puis, à la fin, voilà, on peut encore tirer du réseau pour finir le cycle. Et puis ensuite, s'il y a plus assez d'excédent, on arrête l'appareil. Voilà, réseau autorisé. Réseau non autorisé, donc là, j'ai mis puissance max du 0 à 0. Et j'ai pas la batterie en priorité. Donc ça, je vous finirai de vous le traduire avant de le mettre en ligne. Mais voilà, vous pouvez choisir justement les différents paramétrages, soit avec à chaque fois, est-ce que je mets le courant solaire d'abord, est-ce que je mets la batterie en priorité, et qu'est-ce que j'autorise à prendre du réseau. Voilà, là on a encore, donc là on a charge pilotable en premier, réseau non autorisé, charge pilotable en premier, réseau autorisé. Donc là la batterie vient en second lieu, quoi. Si on a de l'excédent, on va d'abord essayer d'utiliser les charges pilotables. Un autre aspect important, ça va être les intervalles minimums. Donc, pour éviter que les appareils fassent du on-off tout le temps, on a des intervalles minimums. Donc là, on voit intervalle minimum entre le démarrage et l'arrêt, c'est 3 minutes. Ça veut dire que si les conditions sont réunies pour lancer le démarrage d'un appareil, on ne va pas lui dire de s'arrêter avant 3 minutes. Et à l'inverse, si on lui a dit de s'arrêter, on ne va pas le redémarrer pendant les 3 prochaines minutes. En plus de ça, il y a une limitation du nombre de démarrages automatiques sur une plage de temps. Donc quand vous créez votre planning avec les fenêtres de temps, il peut faire 3 démarrages automatiques et non, j'aurais dû mettre la quatrième fois, il ne se passe rien puisqu'on a déjà eu 3 démarrages automatiques dans cette plage de temps. De la même manière, si vous avez 2 démarrages automatiques et un démarrage manuel, ça compte pour 3 fois, et du coup, la fois suivante, il ne se passe rien. Donc après, vous avez différentes façons vous pouvez en fait toujours recommencer au niveau manuel, ou vous pouvez refaire une nouvelle plage de temps pour redémarrer automatiquement. Après, là, vous avez justement les petites explications. Si vous êtes en mode manuel, donc là, quand vous êtes sur Power On, c'est que vous êtes en démarrage automatique, donc il va démarrer automatiquement, mais là, vous avez l'état actuel, donc il est off, mais il peut démarrer automatiquement si les conditions sont remplies. Si c'est inscrit Power Off là, c'est qu'il est on ici et qu'il a été démarré manuellement et que du coup, si vous voulez l'arrêter, il faut l'arrêter manuellement. Ensuite, quand vous faites les plages temporelles, voilà, il y a ce qui se passe si vous faites en fait un réglage de plage pendant l'horaire où vous êtes déjà. Donc si vous faites un réglage de 10h à 11h alors qu'il est 10h10, si ça se répète quotidiennement, il sera déjà valable le jour même. Si c'est juste pour une fois, ça sera valable pour le lendemain. Voilà, c'est des détails. Et donc, je vais repasser
j'ai aussi, si je fais comme ça, on va voir si ça marche. Non, alors je vais partager. Voilà. Donc ça, c'est mes collègues qui ont fait une autre présentation EMA, donc je vais aller assez vite. Parce qu'on retrouve beaucoup de choses similaires. On a le rappel de la précision énergétique, le rappel des compatibilités, donc jusqu'à 25 kg max, le rappel des régimes de neutres supportés. Alors oui, attention, ça c'est le S0, donc c'est pour le monophasé. Nous, c'est uniquement le T0 pour le triphasé. Vous avez une autre version de SmartGuard qui s'appelle AUT, c'est pour l'Australie et l'Afrique du Sud, donc ça ne nous intéresse pas. Mais normalement, chez Kranich, vous trouverez que celui-là. Ça, de la même manière, on a déjà tout vu. Là, on a les petites images pour les appareils Shelly. Comme ça, vous voyez à quoi ils correspondent. Il nous a même mis un petit lien. Et ensuite, en mode backup, vous pouvez régler les différents appareils. Donc, certains seront backupés tout le temps et d'autres, vous pouvez configurer le backup en fonction du niveau de charge de la batterie. Voilà, ça c'est la même chose que ce qu'on a vu précédemment. Donc on peut autoriser de consommer du réseau pour pouvoir utiliser déjà l'excédent photovoltaïque. Ça on a vu également. Vous connectez donc les appareils Shelly au moment de la mise en service. Et après, voilà, c'est le client qui pourra faire son planning. Les différents Shelly, donc on a le 2P, plus 2PM, la prise intelligente et le Pro 2PM. Je crois qu'aujourd'hui, les installateurs, ils ont utilisé surtout celui-là parce qu'il est facile à installer sur Raidin. Donc là, voilà, vous le rappelez, vous pouvez mettre sur le LAN le chargeur directement ou vous pouvez passer par le routeur. Oui, un seul EMA par installation, effectivement. 3 onduleurs au minimum en parallèle. Le branchement des différentes pompes à chaleur, le branchement, on retrouve le branchement à l'onduleur. Et voilà, vous avez des schémas un peu comme ça. Alors là, c'est pour du monophasé, un triphasé. Voilà, on voit la mise en cascade des onduleurs. Donc on part du premier 1 et 3 pour aller sur 2 et 4 sur le deuxième. On repart de 1 et 3 pour aller 2 et 4 sur le troisième. 5, 7, 9, 11, 13 pour aller à la batterie S0. À noter que pour le MAP0, vous allez sur c'est un RJ45 pour connecter la batterie. Mais bon, là, on est sur un M1, donc c'est la connexion, je veux dire, que vous connaissez le mieux. Donc là, on voit que la nouvelle batterie S1, donc la nouvelle batterie S1, on a cette barre de connexion là qui va de 1 à 12, et puis c'est 1, 2, 3, 4, 5 qui va vers l'onduleur. Si je suis sur un MB0 ou un M1, donc ça reste les mêmes ports, 5, 7, 9, 11, 13, donc ça change pas trop. Voilà. Et ça, c'est ce dont je vous parlais. Avec un onduleur MAP0, vous avez ici un RJ45 pour brancher la batterie au MAP0. Aujourd'hui, c'est à vous de faire le câblage. Après, il y aura des câbles préfabriqués
Faudra regarder avec Kranich s'ils les ont déjà dans la liste de prix, si les commandes sont lancées, si ça vous intéresse ou si vous préférez le faire vous-même. En tout cas, il est prévu qu'il y ait des câbles préfabriqués. Comme ça, vous avez directement le bon câblage de ce côté-là, et puis vous n'avez plus qu'à mettre le RJ45 côté ondulaire. Et donc là, avec la S0, donc l'ancienne batterie, là, je sais pas sur un câble préfet, où je pense qu'on pourra peut-être utiliser le même. Le même nombre il y a 5 fils, et puis là aussi il y a 5 fils, donc ouais, ça devrait aussi pouvoir jouer avec le même câble. Et donc on voit là avec le MA, donc on va du port 1 et 3 aussi avec le MAP0 vers le 7 et le 14 du MA. Voilà, après on a différents scénarios d'installation. Monophasé, ça ne nous intéresse pas. Notre rappel de mise en service, mais au final, voilà, il y a le scanner, le même mot de passe par défaut que précédemment avec les onduleurs. Donc 5x0 petit a ou 7x0 petit a. Hop. Choisir le code réseau. Voilà, choisir le mode de fonctionnement de la batterie. Si vous avez des torts de comptage, il faut forcément rentrer le rapport de puissance des torts. Si c'est, mettons que le secondaire c'est 50 mA, et puis il faut regarder le courant primaire. Et là, vous avez aussi une petite capture d'écran quand vous avez les Shelly. Donc les Shelly, vous pouvez utiliser avec l'application Shelly pour les connecter au Wi-Fi, au même Wi-Fi que celui de l'EMA. Et ensuite, en fait, une fois que vous rentrez dans l'EMA, s'il y a des Shelly sur le même réseau, EMA va les trouver automatiquement. Donc si ça joue pas, il faut regarder si c'est le bon Shelly, si c'est un appareil qui est compatible, et au niveau aussi de la version du logiciel. Après, le retour que j'ai eu, c'est que voilà, les versions minimum sont des versions assez anciennes. Donc normalement, avec un Shelly 9, si c'est le bon modèle, ça doit se connecter tout seul. Pour le SG Ready, voilà, il y a différents niveaux il y a 2 contacts secs qui permettent de gérer les différents états de la pompe à chaleur. Nous, on a juste voilà, un signal ouvert-fermé en fonction de l'excédent photovoltaïque qu'on a côté solaire. Voilà, des fois, il peut falloir cliquer sur ajouter un appareil pour trouver un appareil supplémentaire, mais la plupart du temps, il les trouve même tout seul. Voilà, ensuite, vous pouvez définir les différentes plages, énergie photovoltaïque de préférence, priorité à la batterie. Là, vous avez voilà. Le rappel des garanties, donc 25 ans sur les optimiseurs, 10 ans sur les onduleurs en dessous de 25 kg, 10 ans sur la petite batterie et 15 ans, enfin sur la petite, enfin 5, 10, 15 kWh et 15 ans sur la batterie de 21 kWh. Le MA, c'est comme le Smart Plugger, c'est garanti 2 ans. Alors, voilà. Et il nous reste encore un peu de temps. Je vais regarder si... Je crois qu'il y a des questions. Alors, est-il possible de se connecter à la PAC en SG Ready Plus MBus directement? Non, pas à ma connaissance.
Si et un onduleur MB0, on peut avoir au maximum, si l'onduleur le permet, 8,3 kW de puissance de soutirage par phase. Est-il possible d'avoir une phase avec 8,3 kW et une seconde avec 1 kW? Je ne sais pas. Donc en fait, l'onduleur lui produit que sur une phase, et puis cette phase-là, ensuite, elle est divisée en 3 dans le SmartGuard. Donc en fait, il n'y a pas de problématique d'équilibrage puisque il n'y a pas d'appareil triphasé en tout cas. Donc il ne faut pas dépasser le maximum. Est-il possible de piloter un boiler en M-Bus ou uniquement en contact sec? Pour le boiler, comme je disais, il y a le ASCOIT, et puis sinon il y a la possibilité d'utiliser le contact sec du MA, mais bon, ça c'est décrit nulle part, donc c'est un peu, comme je disais, à vous de tester, utiliser un Shelly. Voilà, ça c'était pour les questions. Et puis, je vais encore regarder pour la batterie S1. Non, alors, comme ça. Partager. Voilà, c'est le rappel pour la S1, les différents éléments, donc les 15 ans de garantie, moins 20 plus 55 degrés, donc au niveau de la température, vous pouvez même la mettre dehors, tout en sachant que voilà, en dessous de 8 degrés, il y a des résistances qui s'activent pour protéger les cellules de lithium fer phosphate. 29 décibels en opération et un maximum de couches de sécurité pour gérer le danger lié au lithium fer phosphate. 6,9 kWh par bloc, 20,7 pour 3 blocs, et vous pouvez décharger ou charger maximum 10,5 kW sur une colonne. Donc forcément, vous êtes aussi limité par l'onduleur. Si vous avez mis un onduleur de 5 kW, vous ne pourrez pas décharger plus que 5 kW. Si vous avez un onduleur de 20, vous pouvez charger et décharger deux colonnes à 10 kW chacune. Donc là, vous pouvez décharger 20 kW. 68 kg sur un bloc. Donc là, après, vous avez les poignées amovibles pour le monter et le descendre. IP66, donc comme j'ai dit, vous pouvez le mettre dehors. Après, voilà, quand même sensible au chaud, au froid. Donc, même si vous le mettez dehors, peut-être l'abriter aussi du soleil. Et compatibilité, tous les onduleurs hybrides, donc du L1 de 2 kg jusqu'au MB0 de 25 kg. Une petite vidéo. Plus de branchement entre les blocs, hein. Vous les empilez directement comme des Lego. Au niveau des indicateurs, hein, c'est toujours des petites LED avec voilà, 10% par petite LED. Et puis bon, bah, voilà, la santé de la batterie, si ça clignote rouge, c'est pas un bon signe. Sinon, si ça clignote, c'est que ça communique et tout va bien. Donc vous avez la ventilation sur le côté, avec un côté chaud, un côté froid. Donc ça faut pas s'inquiéter s'il y a un côté qui est plus chaud que l'autre. Donc l'empilement direct qui évite les erreurs de branchement, qui accroît la sécurité aussi. Les poignées amovibles, parce que voilà, ça pèse quand même 68 kg. Donc en théorie, par rapport aux normes SUVA, il faudrait que vous soyez 3 personnes pour soulever un bloc.
les 15 ans de garantie ou 4200 cycles, donc selon le premier qui arrive. Hein. Si vous avez déjà fait 4200 cycles au bout de 13 ans, ben, c'est bon, vous avez épuisé la garantie. Ça, je pense que vous devrez pouvoir le voir sur le Fusion Solar, à combien vous êtes. Bon, les calculs de rentabilité, ça forcément, ça dépend des hypothèses. Comme je disais, avec les tarifs de rachat qui baissent, les prix du lithium qui ont aussi pas mal baissé ces temps derniers, voilà, suivant les hypothèses, vous pouvez avoir une rentabilité plus ou moins rapide, mais en tout cas, ça va devenir de plus en plus intéressant. Voilà, le département froid pour les cellules électrochimiques, le département chaud pour les optimiseurs qui craignent moins le chaud, et aussi pour la gestion de tout ce qui est condensation. En configuration maximum, sur un MB0, donc j'ai 2 entrées batterie, je peux mettre 4 colonnes au maximum. Donc comme je peux mettre 3 onduleurs, si je mets 3 onduleurs avec 4 colonnes chacun, ça me fait 1 gigawattheure d'énergie que je peux stocker et déstocker dans les batteries sur 15 ans. Au niveau du voltage, on reste sur du haut voltage, donc que vous pouvez faire passer dans des câbles solaires classiques, et vous pouvez avoir jusqu'à 20 mètres entre l'onduleur et la batterie. Donc ça vous donne pas mal de flexibilité au niveau de l'installation. Je conseille quand même d'éviter de mettre dans une cave, parce que c'est toujours la même chose, c'est que même si on a toutes ces couches de sécurité et que voilà, on n'a jamais eu d'incident ni rien, faut toujours penser au cas que c'est du lithium et que ça peut être dangereux en cas d'incendie, et que si vous l'avez mis à la cave, voilà, ça va être difficile à évacuer, quoi. Donc je recommande pas forcément de le mettre à l'extérieur, mais en tout cas le mettre dans un endroit facilement ventilable et puis facilement accessible au cas où, quoi. Même si voilà, on sait que les probabilités sont très faibles qu'il se passe quoi que ce soit. Moins 20 à 55 degrés, donc ça c'est par rapport à ce que je vous disais par rapport à la garantie. Donc si vous la mettez dehors, vous êtes encore sous garantie, il n'y a pas de souci. Au niveau du câblage, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, de 1 à 12 sur une petite barrette horizontale, donc ça évite de se tromper de sens comme ce qu'on pouvait avoir sur la S0. Et donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5 pour aller à l'onduleur. Et puis possiblement avec des câbles préfabriqués, précablés chez Kranich d'ici quelques temps. Vous pouvez toujours, c'est la même architecture, donc vous pouvez toujours rajouter des blocs par après. Voilà, les optimiseurs de chaque bloc feront en sorte que tout s'harmonise au niveau du niveau de charge et aussi au niveau de l'utilisation des différents blocs. Toujours une structure en parallèle, de la même manière, si on a un bloc qui a un problème, si le problème est contenu uniquement dans ce bloc-là, on peut continuer à fonctionner sur le reste de la batterie, alors que si tout était branché en série, on serait vite bloqué. Et le plus important, je pense, c'est les différents niveaux de protection. Donc au niveau du choix des cellules, on fait des tests de perforation hein, qui sont peut-être ce qui est le plus traumatisant pour les cellules, mais ce qui peut le plus facilement amener à des emballements thermiques. Donc là, on choisit des cellules justement qui vont bien réagir à ce type de test. En plus de ça, on rajoute un maximum de capteurs pour pouvoir monitorer chaque cellule et justement en cas de problème, arrêter la charge, la décharge dans ce pack-là le plus vite possible pour éviter justement que ça dégénère dans un emballement thermique. L'IP66, la résistance à 40 cm d'eau pendant 72 heures. Une petite vidéo aussi. Je pense qu'on va arriver gentiment au bout. Si vous avez d'autres questions, je vais regarder vite fait s'il y a d'autres questions. Ah, ça a bloqué la vidéo.
c'est la résistance à la pression, donc 5 tonnes en cas de choc. Alors c'est pareil, hein, ça évite on évitera quand même de foncer dedans, mais voilà, comme ça peut être un danger aussi pour l'emballement thermique, un choc physique qui endommage les cellules. On a essayé d'augmenter la résistance physique de la batterie au maximum. Ça, c'est un nouvel élément par rapport à la précédente avec la valve qui permet d'évacuer des gaz en cas d'emballement thermique et aussi d'empêcher la réentrée d'oxygène. Donc, comme on empêche la réentrée d'oxygène, on prive un éventuel feu ou l'emballement thermique de comburant pour éviter que justement les choses dégénèrent. Une petite vidéo également. Si on la surcharge, alors j'irai pas respirer les gaz là, mais c'est mieux que si on se retrouvait avec un véritable emballement thermique qui génère aussi beaucoup de fumée. Il y a des vidéos tests aussi qui ont été réalisées en Autriche pour comparer ce qui se passe entre une batterie Huawei et des concurrents en cas de surcharge. Alors je vais regarder vite fait les questions. On me demande mes coordonnées, oui, mais elles sont dans toutes les instructions. Donc j'ai montré la page web où on a toutes les instructions pour les installateurs. Le nombre de cycles des batteries S1, quelle est la valeur minimum d'un cycle? Quand on dit cycle, c'est de 0 à 100%. Mais au final, la batterie, elle va jamais se comporter de 0 à 100%. Donc en fait, on va regarder combien d'énergie est rentrée dans la batterie et combien d'énergie en est sortie. Après, forcément, plus vous faites des petits cycles, et moins la batterie va être sollicitée. Si vous restez entre 20 et 80%, vous avez des chances de pas trop solliciter de la batterie et d'aller au-delà de son nombre de cycles ou de sa durée de vie avant qu'elle ait des soucis. Mais pour la garantie, voilà, on va regarder combien d'énergie est rentrée, combien d'énergie est sortie de la batterie, et pour valider ce test-là, voilà, il y a différentes vous devez refaire un cycle de charge-décharge dans certaines conditions, donc pas en extrême froid ou en extrême chaud, quoi. En cas de coupure réseau, la norme suisse définit une attente de 100 millisecondes plus 1 sinus. Vous avez parlé de 20 millisecondes de base. Est-ce modifiable? Oui, comme j'ai précisé, voilà, ce 20 millisecondes, c'est ce que peut faire au maximum le SmartGuard. Après, s'il faut mettre 100 millisecondes et plus, vous pouvez tout à fait modifier. Et je crois qu'on a fait le tour des questions et qu'il est 10h03. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un joyeux Noël et puis je vais vous laisser. Pour rappel, voilà, je vais vous remettre la page en question. Voilà, donc c'est la page où vous retrouvez les instructions et les coordonnées. Donc solar.huawei.com. Déjà, si vous mettez ça, vous arrivez sur le site du solaire. Et après, vous pouvez, si vous allez sur la map monde là, vous pouvez retrouver le site suisse francophone. Sinon, vous faites ch-fr, vous retrouvez sur l'accueil, puis vous allez dans l'assistance centre de support technique. Et vous retrouvez cette page avec les instructions et les coordonnées des différents business développeurs sur la Suisse. Voilà, et joyeux Noël à tous, merci. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous avez mes coordonnées justement sur cette page. Et puis à bientôt en 2025.